On va parler d'un sujet très sensible, une affaire qui a choqué la France entière, l'affaire Karine Lelouch. L'histoire d'une personne qui a mis dehors ses propres squatteurs et qui s'est retrouvée condamnée pour avoir fait ça. On va voir ensemble les détails de cette affaire et surtout comment s'en protéger toi en tant qu'investisseur ou futur investisseur immobilier. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu veux investir en immobilier sans te retrouver bloqué, ruiné ou même hors la loi parce que tu ne connaissais pas les règles du jeu. Le problème, c'est que tu penses encore que quand quelqu'un occupe illégalement ton logement, tu peux le récupérer par toi-même, t'appelles une équipe de bras musclés, ils vont le mettre la personne dehors et puis c'est parti, on repart sur des bonnes bases, alors que pas du tout. Peut-être que inversement, tu hésites à investir en immobilier tellement tu entends parler de ces affaires de squatteurs. Donc soit t'investis pas, soit t'investis, mais en prenant de gros risques. Donc aujourd'hui, on va voir les enseignements clés qu'on peut tirer de l'affaire Karine Lelouch. C'est parti, on perd pas plus de temps. Alors on va voir les détails de cette affaire sous 5 axes et surtout le dernier axe à la fin, comment se protéger, comment éviter que ça nous arrive à nous. Alors déjà pour faire un rapide résumé sur cette affaire qui vraiment a choqué la France entière, ça s'est passé en Gironde, près de Arcachon, et cette dame, madame Karine Lelouch, a reçu une maison en héritage, en succession. Sauf que les droits de transmission étaient trop élevés, du coup elle a décidé de vendre la maison pour récupérer l'argent et payer les frais de succession. Et c'est à ce moment-là, pendant cette période assez sensible, que quelqu'un est venu changer les serrures de sa maison, a modifié les compteurs d'eau, d'électricité, a mis tous les contrats à son nom, et donc la propriétaire, qui a 55 ans en plus, s'est retrouvée d'un coup avec un problème immense à gérer, à savoir ce squatter. Elle racontait, j'ai vu dans certains médias, que ça faisait plusieurs mois, voire années, que du coup elle dormait chez sa fille, dans le même lit que sa fille, tellement elle ne pouvait pas accéder à son logement. Je sais pas si on se rend compte de la situation, mais ubuesque. Du coup, on en vient au cœur de l'affaire. Elle a fait quelque chose qu'on a tous pensé à faire un jour si ça nous arrivait, à savoir appeler des gens plus musclés que toi et moi pour aller déloger le squatter. Donc elle a utilisé des intermédiaires pour l'expulsion. J'ai vu des détails en creusant un peu dans cette histoire, qu'elle a payé 5000 euros, donc apparemment ça coûte 5000 euros en France aujourd'hui d'expulser quelqu'un par la force, plutôt rentable. C'est quelqu'un qui l'a démarché, qui est venu la contacter pour lui dire je sais que votre maison est squattée, si vous voulez j'ai des hommes de main qui peuvent s'en occuper. Ce qui est fou en plus dans cette histoire, c'est que cet homme de main on l'a jamais retrouvé, donc il a plutôt bien camouflé ses traces, alors que madame Lelouch, elle a été jugée parce qu'on a retrouvé dans son téléphone des SMS et le numéro de téléphone des intermédiaires qui ont servi à l'expulsion. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? C'est que les hommes de main sont venus dans le logement pour chasser le squatter et ça a terminé en bagarre générale entre tout le monde, ce qui fait que la police est venue et c'est là où on a découvert que des hommes de main étaient venus pour chasser le squatter et c'est là où le squatter a porté plainte et puis toute cette affaire est montée dans les médias. C'est quelque chose auquel on a probablement tous pensé, mais malheureusement cette dame a eu des lourdes conséquences judiciaires alors qu'elle aurait pu éviter tout ça, c'est ce qu'on va voir juste après. Donc déjà les conséquences de tout ça, c'est qu'elle a été condamnée à 1 an de prison avec sursis. Alors le avec sursis, ça veut dire que pour l'instant elle les fait pas si ça ne se reproduit pas de nouveau, mais quand même ça reste énorme. Je vous rappelle qu'on vit dans une France aujourd'hui où quand tu tabasses un inconnu dans la rue qui n'a rien demandé, tu prends 6 mois de prison avec sursis. Quand tu mets dehors un squatter d'un logement qui appartient à toi, tu prends 12 mois de sursis. Dis-moi en commentaire si tu penses que ça c'est normal ou non, mais j'aimerais bien avoir votre avis en tout cas sur les différents niveaux de jugement. Mais bon, en tout cas la justice estime que c'est 2 fois plus grave de mettre un squatter dehors que de tabasser un inconnu quasiment à mort dans la rue. Sur ces mots joyeux, on va poursuivre notre histoire. Il faut savoir qu'en plus de cette condamnation, elle a été condamnée à verser 1200 euros de dommages au squatter. Un SMIC gagné pour le squatter en plus. Intéressant, non? Et forcément, du coup, vu qu'elle a été jugée pour association de malfaiteurs, elle a maintenant un casier judiciaire, cette dame de 55 ans qui n'a rien demandé. Et bon, j'ai vu que beaucoup de personnes justifiaient une telle décision en disant qu'en fait l'affaire a été tellement médiatisée que la justice voulait montrer qu'il fallait surtout pas faire justice soi-même, que c'était interdit, qu'il fallait respecter la loi, et donc c'est pour ça qu'elle s'est pris une grosse peine de prison, alors que peut-être que si l'affaire avait été moins médiatisée, elle aurait eu une peine un peu plus légère. Il faut savoir que tout ça aurait pu quasiment être évité parce qu'il y a eu une nouvelle loi anti-squatter qui a été votée très récemment, en juillet 2027. C'est une loi qui est censée accélérer l'expulsion des squatteurs et ça aurait pu être appliqué dans cette situation-là. Et donc, pourquoi ça n'a pas été appliqué? Pour un seul élément qui a rendu toute cette loi caduque et qui fait que Madame Lelouch est passée par tout ce qu'on a vu précédemment, c'est à cause d'un seul détail, c'est parce que cette loi, elle s'applique si les squatteurs ont laissé une preuve d'effraction, c'est-à-dire que ils ont cassé la serrure, ils ont cassé la porte, on peut constater qu'ils sont rentrés de force. Là, apparemment, dans cette affaire, le squatter a dit que la porte était ouverte, c'est probablement faux bien évidemment, mais en tout cas c'est son excuse pour être rentré dans l'appartement, avoir changé la serrure, avoir fait ses affaires. Peut-être que ça se trouve, il a lui-même cassé la serrure, mais en tout cas il l'a remplacé, ce qui fait que quand les policiers sont venus constater le squat, ils ont rien pu faire puisque la porte était dans un très bon état. Donc lui, il a prétendu que la porte était ouverte et ça lui a permis de faire toutes ses affaires derrière. Ce qui fait que notre chère Madame Lelouch n'a pas pu passer par la procédure de la nouvelle loi anti-squat de 2023 qui aurait permis d'expulser les squatteurs beaucoup plus rapidement. Et donc elle s'est retrouvée dans le circuit classique interminable, infinissable d'une procédure longue qui met 2, 3, 4 ans à expulser les squatteurs dehors. Bien évidemment, c'est une immense injustice parce que pendant ce temps-là, le propriétaire doit continuer de payer les charges, parfois même les charges d'électricité, les charges courantes
de la copropriété. L'emprunt immobilier, quand tu as un emprunt, bon, alors il semblerait qu'elle ne soit pas dans cette situation, mais en tout cas, dans tous les cas, tu es en cash flow négatif, comme on dit, quand ça arrive. Donc c'est une immense injustice pour les gens qui ont pris le risque d'investir en immobilier, qui ont emprunté, qui veulent se créer du patrimoine et le transmettre à leurs enfants, et ils se retrouvent empêchés par quelqu'un qui débarque chez eux. Moi-même, j'ai toujours investi en prenant en compte ce type de risque, puisque à 26 ans et en moins de 3 ans, j'ai acheté 4 biens immobiliers qui me rapportent aujourd'hui 1 400 € net par mois, donc c'est un SMIC. J'ai fait ça alors que je partais de zéro, grâce à des techniques redoutables que je partage sur cette chaîne YouTube, et c'est justement parce que j'anticipe tous ces risques-là que mon patrimoine continue de grossir. Ça me permet entre autres de voyager à l'autre bout du monde, c'est pour ça que le décor change. Là, je suis toujours au Japon en train de faire un mini tour du monde en vivant en partie de tous mes revenus locatifs que je me suis créé en France. Est-ce que ça a un impact sur l'investissement? Moi, je le vois un petit peu, je fais des appels découvertes en fait pour aider les débutants à se lancer en immobilier, et parfois on me demande, j'entends beaucoup parler des affaires de squatteurs dans les médias, etc. Est-ce que ça vaut encore le coup d'investir en France aujourd'hui? Alors la réponse est bien évidemment oui, pour plein de raisons. C'est déjà par exemple, est-ce que vous savez combien il y a d'affaires de squat en France par an? Il faut savoir qu'il y a 10 millions de propriétaires bailleurs donc, qui font de l'immobilier locatif en France. Vous savez combien il y a d'affaires de squat par an? Il y en a 1500. Donc c'est une proportion infime. C'est juste que c'est ultra médiatisé parce que c'est les médias, hein, donc forcément ça vend plus, ils font plus d'argent quand les gens cliquent sur leurs articles. Mais déjà, il faut comprendre que c'est vraiment une infime portion des bailleurs qui se retrouvent face à ça. En plus, il faut comprendre qu'il y a plein de solutions, on va voir ça juste après. Et en plus, ça a toujours existé dans l'immobilier depuis toujours. L'immobilier, c'est le plus vieil investissement du monde. Ça a rendu millionnaire, voire milliardaire, plein de personnes à travers le monde, à travers les générations. C'est un problème qui a toujours existé et qui continuera d'exister. C'est pas pour autant qu'il faut se freiner là-dedans. Il y a aussi plein d'autres problèmes dans plein de types d'investissements. Moi, en tout cas, c'est clairement pas ça qui va me freiner, d'autant plus que je vais mettre en place toutes ces solutions. Ce qui fait donc que l'impact sur l'investissement, ça reste quand même un signal négatif pour les investisseurs immobiliers, puisque la justice dit clairement, en gros, si vous êtes squatté, on ne vous protégera pas. Donc, on pourrait croire a priori que le marché du locatif et des ventes serait un peu plus en retrait, vu qu'il y aurait cette fois-ci moins d'acheteurs, moins de personnes qui veulent se lancer dans l'immobilier locatif. En tout cas, moi, je vois surtout une chose, c'est que l'État, soi-disant, veut combattre le manque de logement en France. C'est clairement pas en envoyant des telles décisions que ça va réussir à attirer des potentiels investisseurs. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, mais est-ce que vous trouvez ça normal ou pas que l'État fasse une telle punition envers Madame Lelouch? Donc la soi-disant pénurie de logement qu'on traverse actuellement en France, elle ne va pas du tout se résorber quand on voit de telles affaires autant médiatisées et surtout les conséquences. Alors on pourrait croire qu'il y a une banalisation de l'illégalité, puisque oui c'est illégal quand même de faire du squat. Alors là-dessus, je suis un peu plus modéré. Je sais que tous les gros médias font des articles en mode regardez l'État prend position du côté des squatteurs plutôt que du locataire. En fait, faut aborder ça du point de vue de la justice. La justice, c'est dossier par dossier. Il n'y a pas de l'un par rapport à l'autre. Pour l'affaire du squatteur chez Madame Lelouch, oui, c'est illégal, il va être condamné, probablement à du sursis, à des amendes, il aura un casier judiciaire, etc. Et ensuite, à son tour, Madame Lelouch, pour avoir elle-même voulu déloger par la force quelqu'un, elle va être à son tour condamnée, etc. En fait, les deux seront condamnés dans l'histoire. Il n'y en a pas un par rapport à l'autre. C'est juste deux dossiers différents avec deux juges différents, peut-être avocats différents. C'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. C'est deux affaires en parallèle. Alors, comment éviter que ça vous arrive, que tu sois investisseur immobilier ou même futur investisseur immobilier, que tu veux investir en immobilier, il y a des solutions pour éviter un maximum que ça t'arrive. Juste avant qu'on les voit, je voulais te dire que si tu veux investir en immobilier locatif et tu veux savoir comment, en partant de zéro, devenir primo-investisseur rentable à 8% net par an en 2026, grâce entre autres à la location asymétrique, qui est une méthode de location que j'ai développée, tu peux réserver gratuitement une consultation avec moi de 20 minutes, le lien est en description. Clique dessus et on se retrouve de l'autre côté. Alors donc, quelles sont les solutions et préventions? On va dire les solutions officielles et puis ensuite derrière les solutions officieuses. Alors déjà les solutions officielles. Forcément c'est des sécurités physiques. Si on entrave l'accès à notre logement, s'il est plus difficile, il y aura un peu moins de squatteurs derrière. Donc pour ça, on peut renforcer nos portes, mettre des portes blindées, des alarmes, des vidéosurveillance. Il y a plein de solutions clés en main aujourd'hui, des vérissures, etc. qui peuvent s'en occuper. Également faire des passages réguliers, que ce soit vous ou à travers votre voisinage, vous vous organisez. J'avais vu par exemple dans des articles que les squatteurs regardent beaucoup l'état des boîtes aux lettres, est-ce qu'elles débordent de courrier ou non pour savoir s'il y a quelqu'un ou pas dedans. Et parfois, ils laissent des bouts de papier, des chaussettes accrochées au poignet, au grillage, pour voir si vous les retirez et si au bout de 1 mois, ils sont toujours là, ils savent qu'il n'y a personne dans le logement. Bon, en tout cas, il faut montrer à travers des passages réguliers qu'on est toujours là. Comptez sur vos voisins. Moi, ce que je fais à chaque fois pour chacun de mes investissements, je vais voir les voisins du dessus et d'en dessous, je leur donne mon numéro de téléphone. Comme ça, on peut rester en contact. Alors, quand ça arrive, c'est très rare, mais aussi quand il y a des fuites, qu'on a besoin d'avoir leur avis sur la copro, etc. Donc, c'est super important d'avoir le contact de ses voisins. Ensuite, au niveau de la gestion locative, il faut éviter un maximum les vacances locatives. Parce que c'est pendant cette période de creux où il n'y a personne dans le logement que les squatteurs vont aller squatter. C'est ce que je fais entre autres avec ma méthode de la location asymétrique, c'est investir dans des villes avec une asymétrie entre l'offre et la demande. Donc
une extrême tension entre l'offre et la demande, quitte à acheter plus petit parce que c'est plus cher, mais au moins il y a moins de vacances locatives, le logement est tout le temps occupé et mathématiquement on diminue notre risque. Je sais qu'aujourd'hui beaucoup de personnes également passent par des notaires pour faire des contrats de bail, vous savez le bail qu'on signe entre le bailleur, le propriétaire et le locataire quand il arrive, que ce soit des logements meublés ou nus. Il y en a qui le font devant des notaires aujourd'hui, parce qu'ils estiment qu'au moins le bail est carré et propre, et que en plus, ça assoit la légitimité d'un tel contrat qui est signé devant un notaire. Ça a un caractère assez fort. Moi, je suis plutôt sceptique là-dessus, parce que ça coûte vite plusieurs centaines d'euros de faire signer un contrat de location devant un notaire, alors que ça coûte même pas 5 euros sur Internet. Donc moi, je continue de les faire sur Internet, mais en tout cas, ça peut être une option que je présente ici, et je comprends tout à fait que certaines personnes le fassent. Et enfin, la dernière solution officielle pour l'instant, c'est bien évidemment de se protéger juridiquement. Dites-vous que ce qu'on va voir ici, c'est non négociable. Pour chacun des logements que tu dois acheter plus tard ou que tu as en ce moment, tu dois absolument avoir ce qu'on va voir tout de suite. Moi, c'est le cas pour chacun de mes logements et pour toutes les personnes que j'aide à investir en immobilier, c'est un critère non négociable. C'est d'avoir une assurance PNO, propriétaire non occupant, en plus du locataire qui a lui-même sa propre assurance d'habitation. Donc vous avez chacun vos deux assurances. Alors ça, très souvent, c'est surtout pour les dégâts de structure, les fuites, les travaux, etc. Mais surtout, ce qui est non négociable, c'est les GLI, les garanties loyers impayés. Ce sont des assurances qui valident le dossier du locataire. Avant qu'ils viennent chez toi, toi déjà, t'envoies ton dossier aux assurances GLI. Elles le valident, elles disent c'est bon, on veut bien le prendre sous notre aile. Et ensuite, toi, t'acceptes ton locataire, tu le mets dans ton logement. Comme ça, le jour où lui ne paye plus ses loyers, l'assurance GLI va te rembourser toi directement et c'est l'assurance GLI qui va s'occuper de récupérer l'argent et de faire toutes les procédures d'expulsion envers le locataire. Ça coûte entre 2 et 4% aujourd'hui du loyer mensuel. Par exemple, si c'est un loyer à 1000 euros, c'est entre 20 et 40 euros selon les assurances. Pour moi, ça vaut le coup. Tant pis si ça diminue un petit peu le cash flow, mais en tout cas, c'est non négociable. Même si on tombe sur un locataire qui a le meilleur dossier du monde, c'est hors de question de mettre en location sans GLI. Peut-être qu'il va se faire licencier du jour au lendemain, il va avoir X raisons qui font qu'il va se retrouver dans des situations financières difficiles. Donc ça le protège lui et vous. Pour ça, j'en conseille 2 des GLI. C'est pas du tout un placement de produit, c'est des vrais GLI qui sont très efficaces et avec lesquels j'aime bien travailler. La première, c'est Mila.direct. Vous pouvez aller sur leur site, faire des estimations, faire des devis en ligne. Là, on voit que pour un loyer de 1000 euros, par exemple, c'est entre un peu moins de 3% du loyer. Et la deuxième assurance que je vous conseille, qui, je le rappelle, n'est pas du tout un placement de produit, c'est mon vrai avis, je peux dire des choses négatives si je veux dessus, c'est Cautioneo. C'est la même chose, il y a juste une petite différence, c'est que Cautioneo, c'est au locataire de payer. C'est lui qui dépose son dossier chez Cautioneo, il se fait accepter, qui a un certificat, et puis ensuite, il vous montre le certificat comme quoi il est couvert en cas de loyer impayé. Ça peut être éventuellement une bonne solution si vous voulez pas mettre des loyers trop élevés sur les plateformes type Le Bon Coin Se Loger pour pas faire fuir les locataires. Mais en tout cas, voilà, ça c'est 2 bangers que je vous passe, Mila et Cautioneo. Un dernier banger qui est super pratique que j'utilise moi pour toutes mes locations en réalité, c'est la garantie Visal. C'est une garantie gratuite comme une GLI, mais c'est l'État qui prend en charge les dégradations, les impayés. C'est juste que les conditions d'accès sont un peu plus restrictives. Je vous laisserai aller sur visal.fr pour voir les conditions pour pouvoir y bénéficier. Mais dans les grandes lignes, c'est tous ceux qui ont moins de 30 ans et ceux qui ont plus de 30 ans avec certaines conditions. J'ai fait une vidéo qui explique tout entièrement de A à Z avec mes chiffres et mes exemples que je te mets ici. Et donc ensuite, les solutions un peu plus officieuses pour éviter que ça nous arrive, ces histoires de squatteurs, et même que faire quand ça nous arrive. Alors c'est pas moi qui le dis en mon nom officiel, c'est des gens qui m'ont dit ça. Mais j'ai vu que plein de personnes estiment que ça vaut quand même le coup de mettre son squatteur dehors, quitte à se retrouver dans le même cas que l'affaire Karine Lelouch. Parce que déjà, pour faire ce qui est arrivé à Madame Lelouch, il faut que le locataire porte plainte, prenne un avocat, bref, lui aussi il doit engager plein de démarches qui sont peut-être chiantes, donc il y a des grandes chances qu'il n'entame pas toutes ces démarches. Également, si jamais il entame ces démarches, on l'a vu que Madame Lelouch a pris quand même une très lourde sanction, mais c'est du sursis, ce sera tout le temps du sursis. Donc le sursis, ça veut dire qu'on va pas en prison, il se passe rien. C'est si on recommence qu'on va en prison. Bon, bien évidemment, sans compter l'amende, oui, il y a une amende à payer. Mais en tout cas, voilà, dans les groupes d'experts immobiliers que je fréquente, tout le monde s'accorde à dire que tant pis, ça vaut quand même le coup de prendre le risque d'appeler des gros bras et de les mettre dehors par la force pour récupérer son logement. En dernier recours, encore une fois, parce que déjà c'est très rare et ensuite on essaye au maximum de s'en protéger avec tout ce qu'on a vu précédemment. Donc là, pour résumer, on vient de voir les vrais risques de l'investissement immobilier, la pire situation possible en réalité. Comment s'en protéger, comment te protéger sans mettre ton patrimoine en danger. Ça t'évite de te retrouver condamné à tort ou même de faire des choses que tu regretteras par la suite. Donc like la vidéo si elle t'a plu, abonne-toi, dis-moi en commentaire ce que tu aurais fait à la place de madame. Si tu veux ta session plan d'action offerte par un multi-investisseur locatif gratuitement, réserve une session en description. Et puis c'est pas fini, je te mets la vidéo juste ici qui explique la garantie Visal, qui est une garantie gratuite qu'il est obligatoire d'avoir aujourd'hui au minimum. Et pour finir, c'est comme toujours, soit tu travailles toute la semaine pour payer ton loyer, soit tu deviens celui qui encaisse les loyers. C'était Adam Willy, à bientôt.